2015. Le président de la République a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre du Cap-Vert. Mara Christine Fontes Lima est allée présenter au président Alassane Ouattara la candidature de son pays pour briguer la présidence de la Banque africaine de développement. Le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, à travers sa direction de la programmation des investissements publics, a procédé ce mardi au lancement du processus de programmation des investissements publics, PIP. Dans l'actualité sanitaire, le fruit des recherches pour trouver un remède au virus Ebola. En plus des traitements d'appoint, l'OMS annonce le démarrage fin janvier de tests cliniques avec 2 potentiels vaccins. Mieux, un traitement expérimental est testé au Libéria depuis le 2 janvier dernier. Et puis en France, un hommage a été rendu à la préfecture de police de Paris ce mardi aux 3 policiers tués la semaine dernière par les auteurs des récents attentats en France. Ils ont été faits à titre posthume, chevalier de la Légion d'honneur par le chef de l'État. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé hier avec le nouvel expert indépendant de l'ONU en Côte d'Ivoire en charge des questions de droits de l'homme. Le président Ouattara et Mohamed Hayat ont notamment évoqué la situation des droits de l'homme dans le pays. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Mohamed Hayat est le nouvel expert indépendant sur le renforcement des capacités des droits de l'homme. Avec le président de la République, Alassane Ouattara, il a échangé pendant environ 30 minutes ce lundi. L'hôte du chef de l'État, venu l'informer de sa mission inter-ivoirienne, a dit avoir saisi l'occasion pour évoquer avec lui la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je suis au début de ma mission. Je viens surtout pour écouter. Donc, dans un premier temps, on doit d'abord essayer de rencontrer les partenaires les plus importants et notamment, bien sûr, au plus haut niveau de la Côte d'Ivoire. On a parlé de la situation des droits de l'homme dans votre pays et surtout du processus dans lequel je m'inscris pour essayer d'aider le pays à améliorer davantage le respect et la protection des droits de l'homme. Le nouvel expert indépendant sur le renforcement des capacités en matière des droits de l'homme de nationalité marocaine est en Côte d'Ivoire pour sa première mission officielle entre le 12 et le 21 janvier 2015. Nommé le 6 novembre dernier, il remplace le Sénégalais Doudou Diène, qui lui a été expert indépendant de l'ONU sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire de 2011 à 2014. Le docteur Alassane Ouattara a aussi reçu aujourd'hui le vice-premier ministre du Cap-Vert. Mara Christine Fontes Lima est allée présenter au chef de l'État ivoirien la candidature de son pays pour briguer la présidence de la Banque africaine de développement. L'élection, faut-il le rappeler, aura lieu le 28 mai prochain. Jérôme Kofi Abolin. C'est une délégation conduite par Mara Fontes Lima, vice-premier ministre de Cap-Vert, qui a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. En tant que chef de délégation, Christina Fontes Lima a dit être venue présenter au chef de l'État la candidature pour la présidence de la BAD de son ministre des Finances en la personne de Christina Duarte. J'ai l'honneur d'apporter et de remettre au président Ouattara un message de son Excellence, le président de la République du Cap-Vert, M. Georges Fonseca, justement pour présenter au poste de président de la BAD, Madame Christina Duarte. C'est la ministre des Finances du Cap-Vert depuis une dizaine d'années. Et si on a des succès ou des résultats, on dépose un bilan intéressant pour ce qui est du développement au Cap-Vert, c'est dû aussi à elle. Alors on pense qu'on a ici une bonne candidate, mais comme vous savez, il faut quand même venir écouter les présidents, les demander leur appui. Ici, c'est ça qu'on est venu faire. Madame la ministre Christina Duarte a pu quand même présenter les axes de son programme de candidature et on a été encouragé par le président qui pense qu'on doit effectivement travailler pour, au niveau de la CEDEAO, avoir une candidature. Il passe divisé, on est d'accord là-dessus et on attend qu'on a un bon candidat et que la meilleure candidate soit notre candidate. Pour Mara Christina Fontes Lima,
tout le monde gagnerait à soutenir sa candidate au regard de l'expérience acquise, notamment dans le domaine des finances. L'Union européenne veut aider la Côte d'Ivoire dans le renforcement de ses capacités en énergie, notamment en électricité. Pour aborder le sujet, le représentant de l'Union européenne a été reçu par le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie. Le compte-rendu de Francis Boifo. Avec une puissance installée de 1832 MW en 2014, la Côte d'Ivoire veut passer à 2000 MW en 2015, puis 4000 MW en 2020. Objectif affiché, faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest dans 5 ans. À la rencontre qu'il a eue avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'est prononcé sur les capacités énergétiques du pays. L'énergie arrive aux consommateurs, elle est de bonne qualité. Ce qui est très important aussi, il faut vous en souvenir, non seulement pour chacun d'entre nous comme citoyens, mais également pour les entreprises et pour l'attractivité de l'investissement en Côte d'Ivoire. C'est très très important. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de faire marcher ce secteur. La Côte d'Ivoire a tout à fait les capacités de réaliser cet objectif et ces investissements qui feraient d'elle le hub, le centre donc névralgique des capacités de stockage et de distribution en matière énergétique et notamment en matière de produits pétroliers. C'est une question de moyens. Sur la question, l'Union européenne va financer le programme national d'électricité à environ 85 milliards de francs CFA, a indiqué Jean-François Valette. Il s'agit pour l'État d'améliorer la production et la distribution d'énergie et de faire en sorte que les démunis aient accès à l'énergie. À partir de juin 2015, les localités ayant au moins 500 habitants seront électrifiées selon le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara. Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique est en atelier à Beauville. Les travaux devraient permettre d'élaborer une boussole en vue d'une orientation efficace de l'action publique. Le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, engage les experts à mener une étude sans complaisance. Le point de Lansine Bakayoko, commenté par Francis Boifo. Comment créer les conditions d'un meilleur développement de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040? C'est à cette question que les experts nationaux en matière de prospective ou de planification tentent de répondre. Il s'agit, pour les participants à cet atelier, d'identifier l'ensemble des stratégies qui permettront de finaliser l'étude globale de développement. Le président de la République a placé au cœur de la stratégie nationale de développement le retour à la planification stratégique. L'achèvement de l'étude nationale prospective 2040 est devenu pour le gouvernement une priorité. Au nombre des préoccupations majeures du gouvernement, la nécessité d'avoir des explications additionnelles sur le positionnement de la Côte d'Ivoire par rapport aux institutions de financement et aux multinationales. Les experts sont sous pression. Ils ont obligation de rendre au plus vite les conclusions de leurs travaux. Après donc l'élaboration des stratégies, il va s'agir de rédiger le rapport final. Or, le rapport final, ça va nous prendre peut-être 3 semaines. On ne pourra pas le remettre fin février, mais courant mars, on devrait pouvoir donner le rapport final. Le prochain programme national de développement PND 2016-2020 aura pour boussole cette étude. Le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, à travers sa direction de la programmation des investissements publics, a procédé ce mardi au lancement du processus de programmation des investissements publics PIP. L'objectif est de former et informer les différents acteurs sur les étapes du processus d'élaboration du PIP pour la période 2016-2018. En vue d'optimiser l'action de l'État face aux besoins de plus en plus croissants des populations, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, a procédé au lancement du processus de programmation des investissements publics PIP pour la période 2016-2018. La cérémonie qui réunit les acteurs clés de ce processus vise à leur présenter les outils d'élaboration des projets d'investissement public, mais aussi
à les former sur les étapes du processus d'élaboration. Outil d'opérationnalisation du Programme national de développement PND, le PIP devrait contribuer à atteindre les objectifs de développement. Les réussites du PIP sont essentiellement de traduire le plan national de développement en projets et programmes qui aboutissent au mieux-être de nos populations, mais également de procéder à donner une clarté aux investissements dans les secteurs et également au niveau local. Pour être pris en compte dans le processus du PIP, les projets devront avoir leur source dans le PND. Ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est l'identification des projets qui prennent leur source dans le plan national de développement qui est le document de référence qui permet la programmation du développement. Lancé ce 13 janvier, le processus de programmation des investissements publics sera bouclé le 15 mars 2015. Le reportage de Jean-Luc Bangbo a été commenté par Jean-Jacques Ouaméala. Dans l'actualité économique également, le cabinet Deloitte qui a réuni ce mardi une centaine d'entreprises pour leur expliquer la mesure de soutien prise par le gouvernement dans l'annexe fiscale 2015. La mesure concerne, entre autres, l'allègement de la charge fiscale des opérateurs et véhicules, l'insertion d'outils technologiques comme la télédéclaration dans le dispositif et surtout le gel de nouvelles taxes, une opération pour montrer tout simplement aux contribuables les efforts consentis par l'État. Lancine Bakayoko, Noël Niagno. Exonérations diverses, blocage de nouvelles impositions, modernisation des moyens de paiement. Ces mesures en faveur des entreprises ont besoin d'être vulgarisées. On a décidé d'organiser cette présentation à l'attention de l'ensemble des entreprises qui sont installées en Côte d'Ivoire. Ces exonérations à l'égard des opérateurs économiques vont permettre de desserrer le taux fiscal et favoriser l'amélioration de la compétitivité du secteur privé. Les exonérations concernent la taxe sur la valeur ajoutée TVA, les impôts sur les salaires, les retenues à la source et l'impôt foncier. Au niveau de la filière véhicule en proie ces dernières années à des pressions, l'État a consenti une réduction du taux de la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié. Une autre innovation, c'est l'insertion d'outils technologiques dans le dispositif fiscal, avec notamment l'utilisation de la télédéclaration pour les paiements. Des mesures encourageantes, mais surtout une séance de sensibilisation appréciée par les entrepreneurs privés. C'était très important pour nous de savoir si les dispositions antérieures concernant notre secteur avaient été clarifiées. Et c'est le cas et on peut dire que nous sommes tout à fait satisfaits. Dans l'activité minière, nous ne sommes pas toujours parfaits donc des changements fiscaux. Donc pour nous, c'est hyper important d'être au parfum de ce qui arrive. L'annonce fiscale 2015, indexée au budget de l'État, est disponible au journal officiel depuis le 30 décembre 2014. Et on en vient à cette infrastructure qui ne répondait plus aux normes sécuritaires de base. Sa traversée constituait même un véritable danger pour les usagers. L'ancien pont de Boisflé, vieux de 57 ans, a subi l'épreuve du temps, raison pour laquelle il sera remplacé par un autre pont plus moderne, achevé après 2 années de travaux. En attendant l'inauguration de cette nouvelle infrastructure, gros plan sur l'ancien pont de Boisflé, c'est avec Abou Sanogo. Ceci n'est plus un pont, même s'il y ressemble. Juste un assemblage de ferraille. Un tablier qui a visiblement souffert sous le poids de véhicules surchargés et autres types de camions. En plus, les barres de fer qui servent de protection le long de la passerelle sont en grande partie endommagées. Sa traversée constitue un réel danger pour les usagers. Elle se fait par une voie unique et donne la priorité aux véhicules qui font leur entrée dans la ville. Aucun dépassement entre 2 véhicules n'est possible. L'ouvrage qui a plus de 50 ans a subi l'épreuve du temps et de l'usage. Ça a commencé à dégrader même actuellement, c'est cassé encore. Alors on a les 1000 problèmes, ça casse nos lampes, ressort tout ça là. Et si il y a voiture problème de Dalois, tu veux dire de garer pour attendre les autres. Et souvent quand vous forcez le passage, il y a des accidents graves. Si tu es bagarre sur ta tête là, tu viens là. Dis, gros camion vient, ça balance même. Et c'est pourquoi la construction d'un nouveau pont plus moderne est perçue comme une bouffée d'oxygène pour les populations de la Marawi. Nous-mêmes, on a eu des difficultés sur le pont. On a eu un camion qui a croisé une voiture au bon milieu du pont là-bas. Le pont est bienvenu. Il y avait plein d'accidents, il y avait plein de morts. Les motos font accident sur le pont, ça ne nous arrange pas. S'il y a un nouveau pont, c'est bon. C'est un grand soulagement pour la population de Boisflé, en particulier nous les transporteurs.
Vraiment, nous remercions le président de la République et le gouvernement. Avant qu'on prenait nos vivriers, souvent, les gros camions tombaient dans le pont. Aujourd'hui, nos produits vont circuler normalement. Le nouveau pont de Boisflé, dont les travaux ont duré 2 ans, sera inauguré ce 15 janvier par le président de la République, Alassane Ouattara. Du 30 novembre au 11 décembre prochain se tiendra à Paris la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La Côte d'Ivoire veut prendre une part active à ce rendez-vous international. Pour préparer cette participation, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de France et le directeur pays du PNUD. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Au centre de cette séance de travail, le prochain sommet mondial sur l'environnement. La Côte d'Ivoire veut réussir sa participation à la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. L'ambassadeur de France, Georges Serre, a rassuré le ministre de l'Environnement du soutien de son pays. Les préoccupations qui sont émises sont des préoccupations qui concernent l'ensemble des pays, les 194 pays qui vont y être représentés. Et donc, à nous aussi maintenant de préparer les différentes positions qui vont être exprimées, les différentes préoccupations qui vont être traitées. Et c'est tout à fait normal que nous joignons nos forces. Le même sujet a été abordé avec Luc Grégoire, directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire. Lui également s'engage pour une bonne représentation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous international. La Côte d'Ivoire sera sans doute le porte-voix aussi de l'Afrique à travers toute une série d'initiatives qui sont prises, qui valorisent les meilleures pratiques, les nouvelles orientations en matière d'adaptation au changement climatique, de résilience, de transformation structurelle aussi. Le ministre Alla Kouadio Rémy a présenté les avancées de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Pour lui, la Côte d'Ivoire a un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Voir comment est-ce qu'ensemble, on met en place une stratégie, qu'on met en place une planification et qu'on décline des activités pour arriver à cette COP21 dans les conditions les meilleures. Déjà l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2014, le président de la République, au nom de la Côte d'Ivoire, s'était engagé à faire en sorte que la Côte d'Ivoire, en termes de changement climatique, puisse jouer sa partition. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le processus R2D, réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il s'agit de restaurer le couvert forestier et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Elle bénéficie à cet effet de l'appui de la Banque mondiale. Abidjan abrite la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social, organe de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il est question de permettre aux experts et aux membres de la société civile de mettre en place des mécanismes pouvant éviter les crises sociales dans les différents pays. Issaïo, Franck Diop. Comment éviter les crises sociales inhérentes au chômage et au sous-emploi des jeunesses africaines dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette préoccupation est au cœur de la tenue de la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social qui va durer 3 jours. Cette rencontre vise l'implication effective de tous les acteurs non étatiques dans le processus d'intégration de l'UEMOA à l'examen et l'appréciation de toutes les questions susceptibles d'avoir un impact social dans l'Union en vue d'appuyer la consolidation du processus et des structures de dialogue social dans les pays membres. Je voudrais me permettre pour ma part, à la faveur de cette cérémonie, de rappeler à l'attention collective le rôle préventif que l'inclusion sociale et socio-professionnelle de nos jeunes jouera dans la stabilité de nos États. Asseoir l'administration du dialogue social sur les leviers de la prise en compte et du traitement précoce des attentes profondes de nos populations nous aidera à construire un environnement propice au développement et à la compétitivité de nos économies. Ernest Diagoun Afouda, président sortant du Conseil du travail et du dialogue social, situe les enjeux de cette rencontre. La particularité de cette 5e Assemblée générale à Abidjan, c'est que, c'est la première fois que l'Assemblée générale est délocalisée. Ce que nous attendons des travaux, c'est d'abord pouvoir mettre en place un nouveau bureau dynamique qui aille au-delà de ce que le bureau sortant que j'ai présidé ait pu faire.
La Côte d'Ivoire, qui aborde cette 5e Assemblée générale, aura la lourde tâche d'assurer la présidence du Conseil pour une durée de 4 ans, ce après le Burkina Faso et le Bénin. Hier, la ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, a fait face à la presse le bilan des activités réalisées en 2014 par son département. Un bilan jugé positif en plusieurs points, notamment sur le renforcement du cadre institutionnel et la gestion du système de santé et la lutte contre la maladie à virus Ebola. La ministre a aussi dressé les perspectives pour l'année 2015. Le reportage de Gabriel Zani. 2014 aura été pour le ministère de la Santé une année de réalisation des politiques sanitaires adoptées en 2013 ayant été déclarée année de la santé, à en croire le bilan des activités présentées par Raymonde Goudou Kofi. Ces actions réalisées vont du renforcement des capacités des agents de santé avec 30 gestionnaires formés à la bonne gouvernance, à la réhabilitation de 38 hôpitaux, en passant par l'adoption de la loi relative à la lutte contre le sida le 14 juillet dernier. 13 451 femmes enceintes infectées par le VIH ont reçu un traitement antirétroviral pour la PTME. Grâce donc aux campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation, le taux de prévalence nationale connaît un fléchissement. Et selon l'ONU-SIDA, le taux de prévalence est passé de 3,7 à 2,7 en 2014. Un bilan positif mais pas suffisant pour assurer une meilleure santé aux Ivoiriens, selon la ministre de la Santé. En 2015, elle annonce une année pleine d'innovation, un nouveau concept, Ma santé, ma vie. Ma santé, ma vie est un concept innovant que nous allons lancer. Et Passeport pour ma santé est un outil de prise de conscience de la population pour une prise en compte responsable de sa santé. 2015 est aussi l'année de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle lancée le 30 décembre 2014. La CMU comporte un panier de soins, notamment les consultations d'urgence, les actes de petite chirurgie, l'accouchement par césarienne. De l'actualité sanitaire également, les recherches pour trouver un remède au virus Ebola continuent de porter leurs fruits. En plus des traitements d'appoint, l'Organisation mondiale de la santé OMS annonce le démarrage fin janvier de tests cliniques avec 2 potentiels vaccins. Mieux, un traitement expérimental est testé au Libéria depuis le 2 janvier dernier. Le reportage de Sylvie Touré. Peut-être le début d'une solution définitive à la fièvre hémorragique Ebola. Le Libéria, le pays le plus touché par le virus, teste depuis le 2 janvier dernier un traitement expérimental contre le virus. Son nom, Brincidofovir ou BCV. Il est administré aux patients détectés positifs au virus. Les patients qui viennent à LOA3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus d'Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. Déjà 10 jours que ce traitement est expérimenté au Libéria, mais trop tôt pour évaluer son efficacité. L'ONG espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. De son côté, l'OMS a annoncé 2 vaccins potentiels qui devraient être administrés à des dizaines de milliers de personnes. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord que l'année 2014 restera dans nos mémoires comme l'année où le virus Ebola a mis l'humanité au défi. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous dire que je crois que l'année 2015 restera dans nos mémoires comme l'année où l'humanité a utilisé ses plus grands génies scientifiques pour contre-attaquer. Les premiers tests cliniques commenceront au Libéria en fin janvier et seront réalisés ensuite en février en Guinée et en Sierra Leone, a indiqué la directrice générale adjointe de l'OMS et responsable de la mobilisation contre Ebola auprès de l'organisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur a visité les salles et laboratoires des travaux pratiques, salles dédiées aux filières scientifiques, des salles et laboratoires entièrement équipés de matériel technologique de pointe. Sur une centaine, 60 sont totalement aux normes. Selon les prévisions, les travaux pratiques pourront démarrer bientôt. C'est le constat de Moussa Konaté. Des salles et laboratoires entièrement rénovés et équipés avec du matériel technologique de pointe pour les filières scientifiques de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
visitent les installations. Le constat que nous avons fait sur place, c'est que sur une centaine de salles, 60 salles sont déjà aux normes. La promesse faite par l'opérateur, c'est que d'ici la fin de la semaine, une vingtaine de salles viendront compléter donc la liste des salles qui sont aux normes. Et au plus tard, le 15 février, selon leur engagement, ils en auront fini de la normalisation des problèmes d'électricité dans les salles de TP. Des salles et laboratoires pour des travaux pratiques de qualité. Enseignants et responsables de l'université affirment leur satisfaction. On ne peut pas faire sortir un spécialiste de sciences de la terre, par exemple, ou des mines, sans faire de la pratique. Et donc, nous pensons que l'année 2015 sera vraiment l'année de la réalisation effective. D'autres travaux sont en cours et concernent le renforcement des installations Wi-Fi, l'interconnexion entre les amphithéâtres, des innovations pour une nouvelle vision de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. En politique, Mel Eg Théodore, président de l'Union démocratique et citoyenne, UDC, bat le rappel de ses troupes, cela à la faveur de la traditionnelle présentation de vœux du Nouvel An. À l'occasion, il s'est appesanti sur les actions de l'opposition ivoirienne, tout en appréciant les efforts du gouvernement dans le cadre de la moralisation de la vie publique. Placide Niaoué, Alexis Ouedraogo. Les militants et militantes de l'Union démocratique et citoyenne, UDC, sont plus que jamais déterminés pour les prochaines échéances électorales. Cet engagement, ils l'ont exprimé face à leur leader, Mel Eg Théodore. Saisissant la perche de la présentation des vœux de Nouvel An, le président de l'UDC a dépeint l'action de l'opposition en Côte d'Ivoire. Jamais l'opposition ne s'est organisée pour examiner avec pertinence les leçons à tirer de la crise post-électorale, ainsi que la réponse appropriée en termes de cohésion nationale. Une mention toutefois a été faite au gouvernement pour ses efforts de moralisation de la vie publique. Je voudrais donc saisir cette occasion pour en remercier le chef de l'État pour sa grande sollicitude. Le gouvernement est en passe de réussir son pari économique. À ce titre, la création de la haute autorité à la bonne gouvernance, conduite par un magistrat reconnu de haute probité, constitue à nos yeux une initiative révélatrice d'une volonté d'assainissement et de moralisation de la vie publique. Fondée sur le triptyque Dieu, Nation, Citoyen, l'Union démocratique et citoyenne est un parti libéral attaché aux valeurs de la citoyenneté et de la démocratie. À l'étranger, la France, où un hommage a été rendu à la préfecture de police de Paris ce mardi aux 3 policiers tués la semaine dernière par les auteurs des récents attentats en France. Ils ont été faits à titre posthume chevalier de la Légion d'honneur par le chef de l'État François Hollande. Reportage. Le titrage du numéro des survivants du Charlie Hebdo est porté à 3 millions d'exemplaires. Selon Patrick André, directeur général de la maison lyonnaise de presse, la demande autour de ce Charlie Hebdo relevé de ses cendres est importante. Pour le premier million d'exemplaires, toute la recette devrait aller au journal, le réseau de distribution ayant accepté de travailler gratuitement. Dès demain matin, il y aura effectivement des exemplaires chez tous les marchands de journaux. Il y aura sans doute des ruptures de vente puisqu'on ne peut pas prévoir par avance là où ça va se vendre le plus. Mais l'avantage, c'est que comme on va réassortir tous les jours, le message qu'il faut faire passer, c'est à tout le monde. On va servir tout le monde. Soyez juste un petit peu patient si jamais vous ne l'avez pas demain. Ce mardi, dans la cour de la préfecture de police à Paris, le chef de l'État, lui, a présidé l'hommage solennel aux 3 policiers tués. Ahmed Mirabé, Franck Brissalaro et Clarissa Jean-Philippe ont perdu la vie la semaine dernière. Ils l'ont perdu dans l'attentat contre Charlie Hebdo et la prise d'otage de la porte de Vincennes. Ils ont été faits à titre posthume chevaliers de la Légion d'honneur par le chef de l'État. Un hommage national à l'ensemble de ces victimes devrait être rendu la semaine prochaine dans la cour d'honneur des Invalides, a-t-on appris de sources gouvernementales.
Un peu plus loin, le corps des 4 juifs français tués vendredi à Paris dans l'attaque du magasin Kacher sont arrivés. Ils ont été enterrés à l'aube à Jérusalem. Mohamed Merah, Yoav Yatab, Johan Cohen, âgé d'une vingtaine d'années, Philippe Braham, la quarantaine, et François-Michel Saada, la soixantaine, font partie des 17 personnes tuées. Les attentats qui ont mis la France en état de choc ont suscité une mobilisation sans précédent contre le terrorisme. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé la mobilisation de 4700 policiers et gendarmes en vue de renforcer la protection des 717 écoles et lieux de culte juifs en France. Le Premier ministre israélien, qui a pris part dimanche à la marche de Paris, s'est recueilli lundi devant le supermarché de la Porte de Vincennes. Il a salué la détermination de la France contre l'avancement du terrorisme. En bref, sachez que le chef de l'État procédera demain matin à l'inauguration de l'hôpital Pierre Moscati de Yamoussoukro. Et toujours à Yamoussoukro, le chef de l'État présidera un conseil des ministres, le premier de l'année 2015 dans la capitale politique. Aussi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique communique, les bacheliers 2014 ayant reçu des propositions d'orientation dans les filières de grandes écoles privées et qui ne se sont pas encore présentés sur la plateforme d'orientation www.orientationétudiant.edu.ci pour choisir leur établissement d'accueil sont priés de le faire au plus tard le vendredi 16 janvier 2015. Passé ce délai, des établissements d'accueil leur seront attribués d'office. L'opération est entièrement gratuite. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.